Alors, premier invité, Jean-Louis Zambert. Donc, Jean-Louis Zambert, en fait, ça fait plus d'une décennie, que même, je dirais 2 décennies, que vous défriez un peu la chronique, bien que on ne vous accorde pas la couverture médiatique que vous mériteriez dans une démocratie digne de ce nom. Rappelons, pour vous présenter pour nos auditeurs, que vous avez publié plusieurs ouvrages à la fin des années 90, début des années 2000, sur les grandes banques, sur les grands scandales liés aux banques. Je peux citer le krach des 40 banques en 1998, le Crédit Agricole hors la loi en 2001, qui a été momentanément interdit de publicité et de vente en France, oui, carrément, mais qui a été traduit en Russie, encore une autre terre de liberté. Et même l'objet d'un film avec la RTR Planeta, la télévision. Voilà, la chaîne russe, tout à fait. Vous avez récidivé avec le Crédit Lyonnais, la Mascarade, en 2003. Mais vous êtes surtout fait connaître, notamment dans les sphères dissidentes, par votre premier ouvrage sur l'ONU, ONU Violation Humaine, qui avait été publié initialement chez Carnot en 2003, et que je crois que vous avez republié en édition augmentée, aux éditions Le Serpent à Plume, Le Rocher, en 2004. C'est ça, au moment de la guerre d'Irak. Ouais. Ensuite, Les démons du Crédit Agricole, vous remettez une couche en 2005. Et enfin, votre avant-dernier ouvrage, Pourquoi la crise en 2009, donc d'une brûlante actualité. Mais surtout, vous êtes ici aujourd'hui pour votre dernier né, qui a été publié chez une petite éditrice, les éditions 20 Cœurs. Or, précisons pour nos auditeurs, ça s'orthographie 20, le chiffre 20, cœur, comme l'organe qui nous meut, en quelque sorte. Donc cet ouvrage s'intitule « Crime sans châtiment », au singulier, un titre très dostoïevskien, nos auditeurs cultivés l'auront noté, et un ouvrage donc, dont nous allons nous parler, qui va revenir en quelque sorte sur des thématiques d'actualité concernant justement des liaisons coupables, des crimes sans châtiment liés à ces liaisons coupables, concernant justement qui tiennent aux relations établies depuis longue date, et vous allez nous en parler tout de suite, entre des puissances occidentales, et pas des moindres, États-Unis, Royaume-Uni, mais surtout la France, et des mouvements islamistes radicaux qui peuvent être classés à juste titre de terroristes ou alors de subversifs, et en tout cas d'instrumentalisables et instrumentalisés très régulièrement. Bon, ce n'est pas un sujet nouveau, cette thématique a été abordée maintes et maintes fois sur cette antenne, mais l'originalité de votre ouvrage, entre autres, mais nous allons essayer de le découvrir ensemble, c'est que vous projetez sur une plus longue durée que communément, c'est-à-dire que vous allez revenir pour cela à la fin des années 80, avec notamment les événements d'Algérie et déjà des relations qui vont se nouer dessus. Alors justement, si nous revenons dans cette période, à la fin des années 80, avec le fils, avec le coup d'État de l'armée algérienne, comment s'établissent déjà les premières relations entre des éléments islamistes radicaux, les frères musulmans pour les nommer, et des structures du gouvernement français? Les relations commencent très fort, si je puis dire, puisque je reviendrai peut-être plus tard sur comment commence cette enquête, parce qu'au départ, sûr, oui, parce que c'est une enquête de longue haleine en fait. Voilà, parce que moi au départ je commence cette enquête par un fait divers, si je puis dire, qui pouvait rester à l'état de fait divers. Une femme algérienne qui vit à l'européenne, séquestrée en région parisienne, et suite à l'arrivée d'un cousin de son mari dans la famille, et qui retourne le mari, et la femme se retrouve au XIIe siècle, à l'intégrisme, même un intégrisme religieux, c'est même pas si on peut parler de religion, du reste, séquestrée, interdit de sortir après 4h30, pas de téléphone pour ne pas communiquer avec les impurs, battue, emmenée à la mosquée pour jurer sur le Coran qu'elle n'a pas d'amant, etc., etc. Et à partir de cette enquête, j'arrive à la rencontrer, elle arrive à s'échapper de chez elle une courte période l'après-midi, ce qui permet de prévenir ses frères, parce qu'elle a de la chance, elle a des frères en région parisienne, donc qui interviennent le soir même pour faire partir ce propagandiste du fils, en lui donnant à choisir entre le respect de leur sœur ou le sourire kabyle. Suite à cette enquête, elle me dit, suite à cette rencontre, mais aidez-nous, il y a d'autres femmes comme moi en région parisienne, allez à Belleville, à Barbès, ce cousin, il avait des faux papiers, etc. Donc je cherche à savoir, mais je me dis après tout, c'est vrai que cette femme, sa situation est dramatique, on ne peut pas imaginer ça en région parisienne en 1992. Et je me dis, est-ce qu'il y a vraiment d'autres femmes, de la manière dont elle en parle, en région parisienne? Je prends donc différents contacts comme on a tout journaliste avec les sources de renseignement, mais aussi avec le milieu associatif. Je me rends dans les cités et je rencontre notamment une organisation, les Nanabeurs, qui ont en charge la défense des droits des femmes maghrébines et qui m'explique qu'effectivement, il y a une montée en puissance de ces phénomènes depuis quelques mois. Cette montée en puissance se fait avec la montée en puissance du Front islamique du salut algérien en Algérie.
et puisqu'il y en a qui font régulièrement les voyages entre Paris et Alger. Et justement, alors sur cette enquête, donc je continue. Un contact que j'ai à Alger me dit: tu devrais te renseigner parce que le Front islamique du salut algérien va tenir son premier meeting en Europe, en France. Alors, je dis: attends, est-ce que tu es sûr de ta source? Parce que je me renseigne à nouveau aussi du côté de mes contacts, je recroise mes sources et j'arrive à savoir avant que le meeting se tienne qu'effectivement le Front islamique du salut algérien a choisi la France pour tenir son premier meeting en Europe. Alors, il n'a pas choisi des locaux privés, il n'a pas choisi une mosquée. Ce grand meeting va se tenir dans les locaux publics de la cité universitaire d'Antony, dans les Hauts-de-Seine. Donc, je parviens à rentrer à l'intérieur du meeting qui est interdit à la presse. Le photographe qui est avec moi, à qui je conseille de faire très rapidement des photos, puisque normalement, nous ne devrions pas nous y trouver. Donc, je lui dis: tu fais la tribune, les premiers rangs et un peu la salle. Et c'est tout. Et quand on développe les photos, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Alors, une chose que l'on connaisse, c'est que le meeting est pratiquement présidé par Anwar Adam. Anwar Adam, c'est l'un des principaux responsables du Front islamique du salut algérien, qui voyage avec un passeport diplomatique états-unien, que l'on va retrouver 3 ans plus tard à l'abri bien au chaud aux États-Unis, puisque c'est des États-Unis qu'il va revendiquer les horribles attentats à la bombe dont il est fier et qui vont faire dans le cœur d'Alger, devant tous les commissariats d'Alger, des centaines de victimes. Et au premier rang, parmi les invités, un autre personnage dont l'image, si vous voulez, vous savez, quand vous travaillez sur des sujets, même quand vous n'êtes pas un spécialiste de ces questions, il y a des images qui restent. Par exemple, je vous rappelle qu'en 1985-1986, il y avait une organisation des frères musulmans qui s'appelait Mouvement de la tendance islamique, qui était une branche des frères musulmans de Tunisie, qui était à l'origine de ces attentats. Et au premier rang, donc, se trouvent parmi les invités plusieurs individus qui sont recherchés par l'Organisation internationale de la police criminelle, Interpol, parmi lesquels le numéro 2 des frères musulmans tunisiens, Habib Mokni. Donc je me renseigne à nouveau parce que est-ce bien lui? Il a changé, le collier de bague est néanmoins impeccable, il est propre sur lui, il est toujours posé comme il est à son habitude. Et effectivement, c'est bien lui. Et certains policiers même que je rencontre me disent: mais on ne savait pas qu'il était là. On lui dit: ah, c'est grave, parce que si c'est la presse qui vous informe, il y a quelque chose qui ne doit pas très bien fonctionner dans votre hiérarchie. Et alors c'est important parce qu'au niveau de la hiérarchie, qui trouve-t-on à l'époque au niveau du ministère de l'Intérieur? Ces frères musulmans qui sont des criminels en puissance, qui sont recherchés par Interpol pour des tentatives de coup d'État en Tunisie où ils veulent faire la première république islamique du Maghreb, c'est leur objectif, renverser. Voilà, vous citez déjà le mouvement Ennahda, voilà, Ennahda, qui vient sous les coups de projecteurs médiatiques. Tout à fait, parce qu'après les attentats de 86, pour se présenter comme un parti respectant les droits de l'homme, comme présenté en Europe comme un parti d'opposition et obtenir le soutien de la France, le mouvement de la tendance islamique change de nom et en 89 devient Ennahda. Ennahda, le parti qui est aujourd'hui au pouvoir dans les conditions que l'on sait, avec une Tunisie qui est dans un chaos incroyable. Et donc, qui est au pouvoir à l'époque? Eh bien, ce sont des années 80, je dirais 88 à 94, 95. Ce sont 3 ministres socialistes qui se succèdent, donc M. Hollande et que M. Valls connaissent parfaitement, puisqu'il s'agit de M. Pierre Joxe en premier, auquel succède M. Philippe Marchand et auquel succédera à son tour M. Paul Quilles. On a donc 3 ministres socialistes qui sont à la direction du renseignement et de la police française et qui ne peuvent pas ignorer la présence en France de ces gens-là, puisqu'ils tiennent un meeting dans les locaux publics et qu'en plus, parmi eux, se trouvent déjà des membres de l'Organisation des Frères musulmans qui sont recherchés par Interpol. Or, quand on sait, je l'explique dans le livre, dans Crimes sans châtiment, comment sont rédigées les fiches d'Interpol, parce qu'Interpol contrôle les renseignements ou les demandes de recherche qu'elle reçoit des autres. C'est très précis. Voilà, c'est très précis. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. Les fiches, vraiment, il peut y avoir des manipulations, mais les fiches sont détaillées, vérifiées, réécrites, et elles sont surtout envoyées directement aux autorités policières et judiciaires des services des pays dans lesquels ces individus sont censés se trouver, dont la France, puisque la France est avec l'Angleterre les 2 pays d'Europe qui comptent la plus importante communauté musulmane. Donc pour eux, c'est plus facile de se dissimuler dans des pays qui ont une importante communauté musulmane qu'en Suisse, en Allemagne ou en Russie, par exemple. Bien entendu, c'est un levier formidable. En tout cas, à ce stade-là de ces révélations, est-ce qu'on peut parler de complaisance ou de collusion dès ce stade-là? Ah, de collusion.
collusion, au point tel que de collusion, parce que quand un responsable du Front islamique du salut, quand on sait les attentats que commet le Front islamique du salut avec sa branche armée, le groupement islamique algérien, le JIA, et d'autres sur le territoire algérien, et qu'on sait que ces gens tiennent meeting sur la place publique à Paris, puisque les locaux universitaires d'Antony sont des locaux publics, président du Conseil général de l'époque, Charles Pasqua, qui a quitté son ministère de l'Intérieur pour céder la place à M. Joc, et député de la circonscription voisine, à l'époque, M. Nicolas Sarkozy. Donc ce sont vraiment des collusions, et des collusions qui vont aller avec plus la crise va s'aiguiser, du reste plus les liens vont se resserrer. C'en est au point que Jean-Louis Debré, quand il sera ministre de l'Intérieur, va faire arrêter l'un de ses dirigeants qui est recherché par Interpol, M. Carker, qui sera le seul à être mis en résidence surveillée. Alors évidemment les médias se précipitent dessus, puisqu'à l'époque on parle surtout des islamistes quand il s'agit de l'Allemagne, qu'il s'agit de la Belgique, qu'il s'agit de l'Angleterre. Mais pour ce qui se passe en France, j'ai beaucoup de mal dans les médias à faire, preuve à l'appui bien sûr, à faire diffuser et à faire reconnaître qu'il y a effectivement collusion entre le pouvoir politique et des groupes criminels. Oui, vous le racontez à l'époque que des articles dans VSD notamment ont été censurés. Oui, tant que je publie des articles sur la situation des femmes maghrébines, sur leurs difficultés, sur le port du voile, il n'y a pas de problème. Voilà. Dès que je passe au stade supérieur et qu'il s'agit par exemple en 1993 de dénoncer la présence en France de criminels, de membres des frères musulmans recherchés par Interpol, et c'est pas un ou deux immigrés qui peuvent se perdre dans le flot de l'immigration que nous avons en France. C'est la première fois qu'Interpol lance autant d'avis de recherche et d'arrestation pour les membres d'une même organisation d'un même pays. Oui. Alors, peut-on dire que justement ces collisions ces complicités entre des éléments des gouvernements successifs, parce que ce soit gauche ou droite, on va retrouver, si vous voulez, une certaine constance à ce niveau-là, s'inscrivent dans un mouvement qui avait été initié dès le début des années 80, avec notamment la guerre en Afghanistan, par les Américains qui avaient commencé à instrumentaliser des mouvements islamistes radicaux, qui soient issus des frères musulmans ou des mouvements salafistes, et qui va se poursuivre ensuite avec, justement, après la chute du mur de Berlin et la tentative de mise en place d'un nouvel ordre international, ouais. En tout cas dans les années 90. Tout à fait. Du reste, ces collusions montent en puissance. Alors à l'époque, en 1993, si vous voulez, pour vous donner un exemple, moi je travaille sur mon enquête comme journaliste indépendant. Je vous signale du reste, comme vous le savez, que quand un journaliste demande qu'un média lui avance les frais, le média qui achète le reportage est propriétaire du journal. Ce qui veut dire que si moi j'avais accepté, par exemple, de passer avant un accord avec VSD sur la base du contrat que j'avais, ou un autre organe de presse, peu importe, et le journal était propriétaire du reportage, de l'enquête, et je n'aurais jamais pu le publier ailleurs. Donc c'est, si vous voulez, un engagement important qui fait qu'on a souvent, comme on dit, la tête sur le guidon, et on ne voit pas toujours les raisons pour lesquelles, quand on fait le tour de ces grands hebdomadaires courageux, qui refusent tous les uns derrière les autres, alors que j'amène les preuves de la présence en France de ces gens-là, puisque des policiers me parlent, aussi bien du renseignement civil que militaire. Je remonte leur société en France, je les localise, je vois comment ils travaillent, qui ils rencontrent. Donc c'est un véritable travail de terrain. Du reste, Habib Mokni, que je rencontre en 1993, qui est le numéro 2 des Frères musulmans, pour lui donner lui parole, en lui disant « Expliquez-moi quel est votre engagement comme militant islamiste, qu'est-ce que vous souhaitez ?» refusera évidemment refusera l'interview que je lui propose, donc pour s'exprimer, et me dira ce que vous avez fait, c'est un vrai travail de flic. Alors quelque part, je serais satisfait si le travail de flic connaissait la publication, mais je constate que les policiers qui agissent au sein du renseignement français rencontrent les mêmes difficultés que moi pour publier leurs rapports. C'est-à-dire qu'ils font des rapports réguliers sur l'implantation dans la Nièvre de l'Institut des études islamiques. Vous avez vu, je publie du reste dans le livre une fiche qui a été remise à la présidence de la République, à M. François Mitterrand à l'époque, qui explique qui se trouve derrière l'Institut des études islamiques. Donc les frères musulmans, toujours avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, et des personnes que nous retrouvons aujourd'hui dans la guerre contre la Syrie, c'est-à-dire des bandes de criminels, des gangs criminels. D'accord, d'ailleurs je profite pour préciser à nos éditeurs que s'ils font l'effort de se plonger dans le livre passionnant de notre invité, Crimes sans châtiment,
mais ils pourront remarquer que c'est un véritable travail d'investigation. Hein. Vous citez de nombreuses sources, avec des personnages souvent assez pittoresques. Hein. Je pense au défunt lieutenant-colonel Bernard Baudrousse. Bernie, pour les intimes, mais aussi d'autres personnes plus connues comme Éric Denessé, comme Alain Benoît. Donc vous avez eu pas mal de contacts. Oui, bien sûr. Il y a aussi ce qui est très intéressant dans votre ouvrage, c'est qu'il y a énormément d'annexes à la fin de chaque chapitre qui tiennent lieu de notes infrapaginales, mais extrêmement développées, très didactiques, et notamment pour les plus jeunes auditeurs qui pourraient se plonger dans cet ouvrage et qui ne connaissent pas grand-chose un petit peu à la, si vous voulez, c'est la thématique. C'est un choix personnel parce que... Et c'est pas nouveau d'ailleurs, vous l'avez fait dans votre ouvrage. Oui, parce que je pense qu'il faut dégager la lecture, le texte principal d'un tas de précisions qu'il est nécessaire de donner, d'un tas de sources concernant à la fois les frères musulmans, concernant leur organisation, concernant aussi les services français, etc. Donc tout ça, ce sont des compléments, parce que bien évidemment, comme vous l'avez vu à la lecture du livre, non seulement j'accuse monsieur Nicolas Sarkozy d'avoir violé la Charte des Nations Unies, les résolutions de l'ONU et la Convention de Genève dans le cadre de l'agression militaire contre la Libye, mais vous avez vu aussi que j'accuse plusieurs ministres du Parti socialiste et monsieur François Hollande aujourd'hui dans la question de la fourniture de matériel militaire aux gangs qui sont présentés comme islamistes, aux gangs criminels qui agissent aujourd'hui en Syrie avec l'objectif d'abattre la République laïque de Syrie. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est nécessaire, je crois, parce qu'on n'accuse pas ces gens-là sans avoir du béton. C'est-à-dire, vous avez vu, je donne même les numéros des fiches d'Interpol qui concernent ces gens-là. Je donne un document de l'OTAN qui explique comment déjà l'OTAN est en train de faire des approches avec le principal narcotrafiquant d'Afghanistan pour essayer en 2014 de voir si ça peut être un successeur possible au régime corrompu de M. Karzai. Non, mais en tout cas, je pense que sans vous tresser des lauriers excessifs, votre ouvrage est un modèle d'investigation journalistique et qui devrait inspirer pas mal de membres de cette honorable corporation dont il y aurait beaucoup à dire et dont il est déjà pas mal dit sur cette antenne. Alors, revenons à la fin des années 90. Bon, vous évoquez bien sûr l'agression contre le Kosovo, vous évoquez aussi l'instrumentalisation d'islamistes dans le cadre du conflit des Balkans, en Bosnie en particulier. Donc, comment se négocie ce tournant d'avant et d'après le 11 septembre donc 2001 dans l'instrumentalisation de ces islamistes? Bon, vous évoquez bien sûr pas seulement le cas français, mais d'autres puissances occidentales, à savoir bien entendu les États-Unis et le Royaume-Uni. Essentiellement Washington, Londres, Paris, pour ce qui est des puissances occidentales. Il y en a d'autres, bien sûr, mais qui suivent. Déjà, Londres et Paris payent les guerres que les États-Unis ne peuvent plus faire seuls. C'est le cas en Syrie, je veux dire, où l'on voit du reste le président américain se mettre en retrait sur la question. Il finance toujours, mais en quelque sorte, il délègue à ses cantinières, aux sous-Brest, de Londres et de Paris, le soin de se mouiller dans les questions de l'armement, puisque le Qatar et l'Arabie Saoudite font le financement. Oui. Pour répondre à votre question, je ne l'ai pas perçu tout de suite, mais quand je me pose la question, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, pourquoi mon reportage, toutes les portes se ferment systématiquement quand je fais le tour des hebdomadaires à l'époque. Avec le recul, qui est au pouvoir à l'époque? À l'époque, c'est M. Balladur, qui est Premier ministre. Et M. Balladur a géré à la fois la crise de la vente, la crise qui est en train de couver avec la vente de matériel militaire à Taïwan, qui a été faite par le gouvernement socialiste, les fameuses frégates Lafayette. Et il y a les premiers morts qui surgissent dans cette affaire. Donc M. Balladur doit déjà faire face à ça. Et ensuite, il se passe quelque chose, c'est qu'au moment en 1993 où je suis en train, moi, de faire le tour des salles, des hebdomadaires de la place de Paris pour dire il y a des criminels, des membres des frères musulmans d'une organisation qui sont recherchés par Interpol, qui sont en France et qui sont protégés par le pouvoir politique, le gouvernement de M. Balladur est en train de négocier la vente de matériel militaire et notamment des sous-marins au Pakistan, mais également d'autres contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et avec qui négocie-t-il? Il négocie avec des intermédiaires qui leur permettent d'accéder aux décideurs dans ces contrats d'armement, et des intermédiaires qui sont difficiles, qui font monter à chaque fois le pourcentage de leur commission, et qui figurent parmi quelques-uns des principaux financiers de l'organisation des frères musulmans. Donc, évidemment, le pouvoir politique ne tient pas à ce que dans un journal français, sur 4 ou 5 pages, sorte une enquête complète, en disant le pouvoir politique couvre des criminels recherchés par Interpol, quand il est lui-même en train de traiter avec
quelques-uns des principaux financiers de la même organisation. Oui, on ne parle même pas des rétrocommissions, des financements possibles. Et voilà, c'est pour vous dire presque avérés des campagnes électorales, voilà. etc. C'est pour vous dire que le deal, c'est un peu, on vous protège politiquement, vous nous ouvrez notre carnet d'adresses. Ouais. D'accord. Alors, à partir de la fin des années 2000, première décennie, donc on a les 3 pays sur lesquels vous allez particulièrement insister, mais bien que vous replaciez tout cela, bien sûr, sur un plan plus général, sur des problématiques donc géopolitiques, d'affrontement entre l'hyperpuissance américaine, centre des oligarchies occidentales et bien sûr puissance en déclin quand même. Voilà, centre éclat, et surtout d'un monde multipolaire qui se fait attendre, et que nous sommes quelques-uns à attendre. Donc, comment essayer de revenir un petit peu de manière assez panoramique sur les collusions qui s'établissent entre ces mouvements principalement liés aux frères musulmans, voire les principalement des frères musulmans, plutôt que des mouvements salafistes notamment, entre la Tunisie, donc la Libye et la Syrie. Il y a une caractéristique commune, c'est que tous les pays où vous avez des conflits régionaux qui éclatent actuellement, ce sont des pays d'une part où il y a des richesses, ou des pays qui sont situés sur le bord de grandes voies, des grands axes de communication. Et tous ces pays ont une autre caractéristique en commun, ils ont tous des organisations des frères musulmans, qu'il s'agisse de la Tunisie, qu'il s'agisse de la Libye, qu'il s'agisse de l'Égypte ou qu'il s'agisse de la Syrie. Et pour le pouvoir occidental, pour les sociétés transnationales occidentales, notamment états-uniennes, les frères musulmans sont l'outil, c'est l'outil qui va servir, bien évidemment, à ouvrir des conflits. Et vous remarquerez que dans chacun de ces conflits, qu'il s'agisse de la Tunisie, qu'il s'agisse de la Libye, de l'Égypte ou aujourd'hui de la Syrie, tout commence avec la même stratégie. Vous avez vu du reste que je consacre au livre, suite à ma rencontre avec des spécialistes de l'Organisation des frères musulmans, des membres du renseignement, autant civils que militaires, et d'autres, des sociologues ou des universitaires, tout un chapitre à la question de ce qu'on appelle la stratégie de l'immeuble enterré. Oui. Et la tactique journée rouge, journée blanche. C'est-à-dire que dans tous les pays où se déclenchent aujourd'hui des conflits dans les pays arabes, vous retrouvez l'organisation des frères musulmans avec à sa tête, dans les immeubles supérieurs, si vous voulez, les gens qui ont respectable. Voilà, qui ont en charge de donner une image respectable de l'organisation des frères musulmans, de faire, comme me l'a dit un agent de la DGSE, de faire que ceux-ci soient des islamistes présentables à l'opinion publique occidentale, respectueux des droits de l'homme, bien sûr, etc. Et plus vous descendez dans les étages, quand vous arrivez dans le sous-sol, dans les étages enterrés, là, vous avez affaire à des gens qui n'apparaissent jamais et qui, eux, ont en charge des questions de blanchiment d'argent, de transactions internationales, de la drogue et de l'armement. Bien, Jean-Loup, donc poursuivons donc dans ces pérégrinations nord-africaines et proche-orientales. La tactique, c'est de faire ce qu'ils appellent une journée blanche, une journée rouge. Alors selon les pays, ça change. En Libye, en Tunisie, c'est une journée blanche, une journée rouge. Je vais expliquer ce que c'est. En Libye, c'était journée de la colère, etc. En Syrie, c'est encore autre chose. Mais c'est la même tactique. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de profiter de manifestations qui, au départ, sont légitimes pour manifestations populaires, pacifiques, pour plus de démocratie, pour plus... Oui, contre des régimes usés et souvent corrompus. Voilà, exactement. La Tunisie est exemplaire. Et qui ont besoin de trouver un nouveau souffle. Or, ça, les dirigeants occidentaux n'en veulent surtout pas, parce que ces mouvements populaires peuvent déboucher sur des pays qui soient encore plus indépendants du Fonds monétaire international, qui nationalisent encore plus leurs richesses pour les contrôler et pour les mettre au profit du développement économique et social, et leur peuple. Voilà. Donc tout ça, il faut l'éliminer, il faut casser tout de suite. C'est la résistance à l'Empire, il faut absolument casser. Alors la journée blanche, ça consiste à provoquer des troubles, à faire des petites manifestations, à harceler les forces de l'ordre, à casser, à s'en prendre aux bâtiments publics, mais sans qu'il y ait de victimes. Et les journées rouges, qui succèdent en général aux journées blanches, c'est s'introduire donc dans ces manifestations pacifiques, tirer sur les forces de l'ordre, aller jusqu'à l'affrontement. Une stratégie de tension. Tout à fait. Rachid Ghanouchi, qui était réfugié à Londres, lui, qui n'était pas en France, qui est aujourd'hui dans les couloirs du pouvoir en Tunisie, le dit très clairement à l'époque, dans les années 90, alors qu'ils sont en train de travailler une tentative de prise de pouvoir par la force en Tunisie.
il nous faut des martyrs, nous avons besoin de martyrs. C'est exactement la même tactique qui a été employée en Libye avec la fabrication de ce média mensonge, les 10 000 morts en un mois. Oui, consacre un chapitre aussi également. Voilà, oui, parce que vous avez vu qu'il y a une délégation qui s'est rendue sur place, indépendante, qui comprenait notamment des représentants du Centre français de recherche sur le renseignement, M. Yves Bonnet, l'ancien directeur de la DST, et d'autres personnalités, qui ont constaté que tout ça était un vaste mensonge médiatique. Un bobard, comme on disait. Voilà, un bobard monté pour servir de prétexte au sein de l'ONU pour arriver à pouvoir renverser le gouvernement du colonel Kadhafi. En Égypte, alors en Syrie, c'est la même tactique qui est au point. C'est-à-dire que M. Hollande, aujourd'hui, qui essaye avec M. Cameron d'obtenir la levée de l'embargo pour livrer des armes à ces gangs criminels, nous présente en réalité ces gangs criminels qui sont complètement coupés de la Syrie, qui viennent de tous les pays arabes. Il y a eu récemment encore un recrutement des quelques 6 000 djihadistes payés par le Qatar. Donc ces gens qu'on nous présente comme des opposants qui sont en réalité des gangs criminels, si demain, par exemple en région parisienne, en banlieue parisienne, vous avez des manifestations pacifiques et que vous avez un de ces cortèges, des gens qui s'introduisent et qui se mettent à tirer sur les forces de l'ordre, les forces de l'ordre seront obligées de répliquer, bien sûr. Alors on verra bien à ce moment-là si M. Hollande continuera de tenir le même discours qu'il tient vis-à-vis de la Syrie, à savoir que les agresseurs sont les policiers qui se défendent pour faire respecter l'ordre public, ou si ce sont les individus qui leur tirent dessus avec des armes. D'ailleurs, pour revenir aux implications occidentales sur place, et en particulier celles des forces françaises, vous signalez bien que bien avant les discussions sur la pertinence d'envoyer des armes au soutien militaire avéré, il y avait déjà implication, notamment en Libye et en Syrie, d'éléments des forces spéciales françaises, comme l'ont montré de nombreuses sources. Tout à fait. Il y a eu déjà l'envoi d'hommes de la DGSE en Libye directement. Et puis, concernant la Syrie, basée essentiellement sur le Liban, mais la plupart d'entre eux ont été obligés de quitter le Liban, et installés aujourd'hui, pour l'essentiel, en Jordanie, en Irak et en Turquie. Et vous reprenez ces sources, d'ailleurs, qui signalent la capture de plus d'une douzaine. Tout à fait. Et vous avez vu, du reste, qu'il y a plusieurs sources qui indiquent... Voilà, il y a plusieurs sources qui se recoupent, en tout cas. Qui se recoupent, voilà. Et qui indiquent que des agents, y compris des Turcs, ont été arrêtés par les services syriens. Alors, ce qu'il faut signaler aussi quand même, c'est qu'en 2008, les services syriens ont empêché un grave attentat qui devait avoir lieu dans le métro de Paris, un attentat qui devait être ourdi justement par ces groupes de fanatiques islamistes. Et c'est grâce aux services syriens que cet attentat a été empêché. Il faut savoir que le gouvernement de M. Hollande a mis avec l'Union européenne les principaux dirigeants, les dirigeants de l'État syrien sur une liste noire, y compris des officiers syriens qui ont risqué leur vie, des officiers du renseignement syrien, y compris pour défendre l'ambassade de France à Damas contre des attentats qui étaient planifiés par les frères musulmans. Donc, la République est toujours reconnaissante. Voilà, exactement. Et ce que ne disent pas aujourd'hui les médias, du reste, c'est que cette opposition, c'est en réalité les frères musulmans qui la dirigent en sous-main, parce qu'ils sont assez habiles pour ne pas apparaître. Mais ce sont eux qui sont derrière cette opposition. Surtout en Libye, parce que oui, en Libye, ça paraît moins qu'ailleurs. Voilà, alors en Libye, en plus, il y a eu les erreurs du régime qui s'est écarté. Oui, vous l'écrivez bien. Voilà. C'est intéressant dans votre ouvrage. Oui, parce que Kadhafi n'était pas un saint. Il s'est écarté quand même du chemin de la révolution de 1969. Et son fils, ça a été encore pire, puisque lui, il a été jusqu'à croire les promesses que faisaient les des islamistes qui s'étaient même livrés à des tentatives d'attentats contre son père et contre la population libyenne dans plusieurs villes, et qui étaient emprisonnés à Benghazi, et qu'il a libérés. Et dès qu'ils ont été libérés, il s'est passé la même chose qu'en Tunisie. La première des choses qu'ils ont faites, ça a été de rompre le serment qu'ils avaient passé avec le pouvoir de Tripoli du temps du colonel Kadhafi, et de commencer à préparer l'insurrection. D'ailleurs, pour rester en Libye, vous reprenez aussi la thèse de l'implication probable, sinon certaine, des services secrets français dans la mort du colonel. Oui, vous avez vu qu'il y a plusieurs sources, y compris des gens du Conseil national de transition, conseil qui a été fabriqué de toutes pièces par Washington, Londres et Paris, pour essayer de nous présenter une opposition crédible. Vous avez vu du reste dans quel état est cette opposition, puisque là encore, la presse française ne parle pas de la situation en Libye aujourd'hui, qui est catastrophique, comme en Tunisie. Hein. Oh, ça commence à transparaître, mais assez timidement. En tout cas, c'est noyé par le reste. Parce qu'il y a une résistance maintenant qui s'organise. Le pouvoir de Tripoli est de plus en plus fragilisé, y compris qu'il doit faire face à des graves menaces
menace en interne, puisque après s'être servi de militants islamites qu'ils pensaient pouvoir contrôler, cela leur reproche de ne pas installer la charia et de ne pas faire que le Coran soit la constitution de la Libye. Oui, d'ailleurs, pour revenir au colonel Kadhafi, il semblerait que cet homme savait beaucoup de choses sur pas mal de personnes. Oui, vous pensez, je pense à M. Sarkozy. Non, qui vous a dit ça? Vraiment? Donc en fait, ces événements en cours, vous les restituez aussi également sur un plan plus général. Oui, oui. Des affrontements de puissance, voilà, parce que cette gestation difficile d'un monde multipolaire, comme je disais tout à l'heure. Voilà, parce que tout ça se passe dans un contexte où on voit émerger. Monsieur Hollande ne semble pas avoir compris que depuis les années 87-89, c'est-à-dire depuis l'élimination de ce qu'on appelait le rideau de fer, la politique internationale ne se décide plus à Moscou et à Washington. Elle se décide aujourd'hui entre Moscou et Pékin avec leurs principaux partenaires et les centres qui sont en train d'émerger, qui sont observateurs au sein de l'organisation de la coopération de Shanghai qui a été initiée par Moscou et par Pékin. Et il y a des grandes puissances qui sont présentes, je pense notamment au Brésil, à l'Argentine, à l'Inde et à d'autres pays comme l'Iran. De la Russie aussi, bien sûr. Voilà, la Russie, bien sûr. Donc, qui sont présentes au sein de l'organisation de la coopération de Shanghai, qui s'est fixé des objectifs, du reste, c'est de lutter sur tout son territoire, tout le territoire de l'Eurasie, contre l'impérialisme états-unien, c'est-à-dire que les bases militaires états-uniennes qui sont présentes dans des pays qui aujourd'hui font le choix de l'autodétermination, aussi bien par rapport à Moscou qu'à Pékin, ces bases devront disparaître, de gré ou de force. Et les États-Unis avaient profité de la guerre d'Afghanistan dès le début des années 2000, avec des bases notamment au Tadjikistan, au Kyrgyzstan, etc. Et en même temps, si vous voulez, il y a des choses qui sont très intéressantes. Ce sont des grands projets économiques et d'infrastructures qui se mettent en place au sein de l'organisation de la coopération Shanghai, entre notamment la Russie, la Fédération de Russie, la République populaire de Chine et leurs partenaires, des grands projets pour le logement, pour l'emploi, pour la santé, c'est-à-dire l'accès aux soins pour tous. Et il y a vraiment je ne parle même pas de l'aspect technologique, puisqu'on l'a vu, la première visite du nouveau président chinois a été pour Moscou, où il a rencontré M. Poutine, et où il y a eu des grands contrats, là aussi, qui ont été signés. Mais il y a également des accords sur le plan militaire qui sont très importants. Je laisse l'aspect militaire de côté, parce que je pense qu'il faut favoriser toutes les forces de paix, mais je pense qu'il faut que les dirigeants occidentaux se souviennent qu'aujourd'hui, des bataillons chinois peuvent très bien agir pour la défense de l'Eurasie sous commandement russe, de même que des bataillons complets de la Fédération de Russie peuvent agir également sous commandement chinois. Oui, il y a des manœuvres régulières qui sont organisées. Voilà. Dans ce sens, Alors il s'agit de protéger. Du reste, vous avez vu que Moscou, Pékin et d'autres aujourd'hui au sein de l'Organisation des Nations Unies poussent au maximum la diplomatie de la paix. Non seulement ils ont mis leur veto parce qu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus, mais ça ils le savaient déjà de longue date, mais avec l'affaire de l'agression contre la Libye, qu'on ne pouvait plus faire confiance aux dirigeants actuels, aux principaux dirigeants actuels de l'Union européenne, notamment l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Donc maintenant, c'est veto et pousser au maximum, aboutir à vraiment des négociations par la paix, de manière à rétablir la paix civile en Syrie. Du reste, la guerre n'existe en Syrie aujourd'hui que par la position de l'Union européenne et le soutien militaire et financier qu'apportent d'une part les États-Unis, mais aussi le Qatar et l'Arabie saoudite. Essentiellement le Qatar, du reste. D'ailleurs, les médias du système, les médias dominants, semblent nous cacher que le pouvoir reprend du poil de la bête. Il a marqué de... Oui, du reste, on se retrouve dans une situation un petit peu à la libanaise, quelque part, une véritable guerre civile. Encore guerre civile, il faudrait nuancer ce propos, étant donné qu'une grande partie de cette armée syrienne dite libre est constituée de mercenaires, grassement stipendiés, notamment par l'argent des Saoudiens et des Qataris. Oui. Georges, je fais peut-être une question à poser, il me semble. Oui, c'était tout à l'heure au sujet du mouvement des frères musulmans. Quand Jean-Louis Zambert montre l'aspect avec sa métaphore, les étages supérieurs, sa respectabilité, les étages souterrains, si je puis dire, c'est l'aspect, tout ce qui est lié, blanchiment de l'argent, trafic de drogue, etc. Mais il faut bien savoir que ces objectifs sont dans le cœur même du mouvement des frères musulmans fondé par Hassan al-Banna. Hassan al-Banna a lancé dans les années 30, quand il a créé le mouvement des frères musulmans, un mouvement métapolitique qui avait une emprise sociale, culturelle et enfin politique, au sens politicien. Avec des groupes armés pour imposer leur idéologie par la force pour ceux qui ne voudraient pas s'y soumettre par
par la loi, si je Exactement, c'est-à-dire on revient toujours sur ce que j'appelle les 3 piliers de l'action politique, l'action culturelle ou métapolitique, l'action politique politicienne électorale, mais aussi l'action politique armée, l'action politique militaire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, à destination auditeurs, je précise que page 45, vous consacrez aussi une annexe conséquente aux frères musulmans, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment l'aspect agréable de votre ouvrage, outre sa lecture aisée, est vraiment très didactique et permet de balayer très large, bien au-delà du sujet annoncé. Oui, si vous voulez, pour nous, nous connaissons les frères musulmans, mais il m'a semblé nécessaire de bien dire qui ils étaient, d'où ils venaient, et de rappeler les grands moments de leur histoire politique, comme par exemple cette division qu'ils font avec l'armée nazie en 1940, division qui du reste sera émergée dans plusieurs départements de la région centre, et dont le siège central sera à Saint-Flour. Et c'était important, si vous voulez, de rappeler, cette histoire, parce que les frères musulmans, comme je l'ai dit, n'apparaissent pas aux avant-postes. On en parle de temps en temps dans la presse. On parle aussi de salafistes, on fait les distinctions. Voilà. Vous savez, mais M. Hollande, avec ses armes aujourd'hui, il est un peu dans la position d'un narcotrafiquant afghan qui va dire, j'ai des champs d'opiacés. Lui, c'est un bon terroriste, je vais lui donner de l'héroïne. L'autre, c'est un méchant terroriste, je vais lui donner de l'opium. D'ailleurs, pour rester dans cet ordre d'idée, je pense que nos soldats aujourd'hui au Mali apprécient de se retrouver face à des armes. Oui, des armes françaises. Ou des armes pillées allègrement dans les dépôts de Kadhafi. Exactement. Comme c'est le cas d'ailleurs en Syrie. Moi, je m'intéresse un petit peu à tout ce qui est aspect armement. On a vu des fusils belges FAL, qui était une des armes de dotation de l'armée syrienne, se retrouver entre les mains des soi-disant syriens libres, alors que ce n'est pas une arme en dotation dans les armées de la région. C'est un exemple parmi d'autres. Je voudrais aussi préciser, pour terminer, parce que nous allons terminer tout doucement avec votre ouvrage et cette thématique, qu'il y a aussi plusieurs chapitres. Tous les chapitres sont intéressants. Il y en a un aussi qui m'a marqué. Enfin, quand je dis marqué, c'est pas quelque chose de vraiment nouveau, mais vous êtes revenu sur cette idée qui est loin d'émouvoir nos écologistes autoproclamés, à savoir la pollution nucléaire, la pollution chimique engendrée par l'utilisation massive d'armes, donc à uranium appauvri, de projectiles à uranium appauvri. On a beaucoup parlé précédemment du cas du Kosovo, du cas de l'Irak, mais on oublie la Libye. Là, vous hésitez aussi sur le cas libyen avec les autres, bien entendu, et vous rappelez ces vérités. Si vous voulez, monsieur Sarkozy, comme chef de guerre, s'est comporté comme un criminel, puisque non seulement il a violé la charte de l'ONU, non seulement il a violé la résolution de l'ONU qui interdisait la vente ou le transfert ou le commerce d'armes sur la Libye, mais il a également violé la résolution du Parlement européen qui interdit l'utilisation d'armes appauvries, et il a violé aussi les résolutions de l'ONU qui interdisent l'utilisation d'armes appauvries. Ça fait beaucoup pour un seul homme, et de le voir aujourd'hui... il n'est pas le seul. Non, il n'est pas le seul. Alors aujourd'hui, M. Hollande, vous savez, qui a été élu sur le thème « Le changement maintenant », on s'aperçoit qu'en réalité, non seulement il a trompé les Français, tant en matière de politique intérieure qu'en matière de politique étrangère. M. Sarkozy et M. Hollande, à eux deux, ont réussi en quelques années ce que personne n'avait réussi, c'est-à-dire à couper la France de tous les États arabes avec lesquels elle entretenait depuis des décennies des relations culturelles, économiques, politiques, sociales, où il y avait un espoir de développement, de partenariat mutuellement avantageux. Parce que quand vous allez aujourd'hui dans les rues d'Alger, je laisse le Maroc à part, qui est toujours l'arrière-cour de l'Élysée, mais dans les rues d'Alger jusqu'à celles de l'Égypte, en passant par la Tunisie, la Libye et la Syrie, je pense que bientôt, si M. Hollande reste au pouvoir, si le peuple français ne lui dit pas, comme l'ont dit les révolutionnaires des printemps arabes, Hollande dégage, il restera aux industriels français la possibilité de vendre du saucisson pur porc au Qatar. Exactement. Ils sont capables d'acheter encore, connaissant leur avidité et leur quitte à le revendre, ils revendront. Oui, bien sûr. En tout cas, malheureusement, tout ce que vous dites vérifie cette fameuse maxime du prince Giuseppe Tomasi di Lampedusa dans Le Guépard. Plus les choses changent, plus rien ne change. Plus rien ne change. Bien. Je constate que la résistance syrienne a quand même 2 papas. Hollande et Cameron, c'est d'actualité aussi. Bien entendu, mais il faut toujours se trouver. Il y a toujours une quête de paternité. Bien, je crois que nous allons terminer pour aujourd'hui donc avec cette passionnante question ô combien brûlante et plus que d'actualité. En tout cas, je ne peux qu'encourager vivement tous nos auditeurs à se plonger sans délai dans l'ouvrage de Jean-Loup Isambert. Je précise que le nom est orthographié avec un Z, c'est le nom du Sud-Ouest. Ça. Et un T à la fin. Et un T, oui. Donc, c'est le nom du Sud-Ouest, ça, non? Oui, voilà. C'est ça, Bordeaux. Donc, crime au pluriel,
Sans châtiment au singulier, collection Investigation aux éditions Vainqueur, 20 le chiffre cœur, donc comme l'organe qui nous meut, comme je disais tout à l'heure, pour la modique somme de 22 €. Donc vraiment un ouvrage d'une lecture agréable, aisée et surtout avec énormément de petits addendas didactiques, donc, en guise de notes infrapaginales, et surtout un travail exemplaire d'investigation journalistique. Merci pour... Et c'est moi qui vous remercie aussi pour votre invitation, pour cet espace de liberté qui casse le silence des médias pour le moment. Mais en tout cas, ce que nous souhaitons, c'est aussi de connaître le succès que vous méritez avec cet ouvrage. Merci bien. Je crois que les mois qui viendront en diront un peu plus sur ça. Oui, il y aura certainement d'autres révélations qui vont venir, notamment sur les intentions de M. Hollande, je pense. D'accord.